Chers amis, bien le bonsoir. Dans cette nouvelle émission, on s'y retrouve. Sachez que c'est la 151e émission. Depuis ces 5 saisons, on est en plein milieu des 5 saisons. Petit à petit, on arrive sur la fin de l'année. On n'arrive pas encore tout à fait au mois de juin, mais ça vient très vite. Je suis très bien entouré ce soir de mon cher Jean-Marie. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Tu es ravissant. Oh, ça c'est parce qu'il a maigri que tu dis ça. Parce que c'est bien. Je trouve que se dire des compliments d'homme à homme, c'est très bien. Oui, je demandais pas tant, mais c'est gentil quand même. Mais t'as des très beaux yeux. Ça, on te l'a déjà dit, je suis sûr que... Sa femme le lui a dit il y a longtemps. Regarde, il rougit. Comment tu peux rougir? T'as mangé ce matin? C'est de l'eau. Non, mais je trouve que de se donner des compliments, moi je plaide. Il porte très bien son âge. Mais attention à ce que tu sous-entends dans cette émission. Non, mais je plaide, milite pour se dire des compliments. Mais oui, alors moi, la première. D'accord, bon. Ben oui. C'est le ministère de l'encouragement. Souvent, c'est plus simple de le faire d'un homme à une femme. Et encore aujourd'hui, mais d'homme à homme, oui. Et encore. T'as de beaux yeux. Bon, ben, t'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Des beaux yeux de bourrin. Ça, c'est non. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais non. Nathalie. Oui, bonjour Ben, bonjour à tous. Ravissante. On est très heureux de t'avoir avec nous. Mais oui, ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venue parce que j'étais au Sénégal, partie à la dernière Madame fois. a bronzé. Voilà. Et mon cher Claude. Eh bien, c'est un plaisir de te retrouver, de vous retrouver toutes et tous. Eh bien, on est ravis. C'est une équipe un peu plus ancienne, chers amis, ce soir. C'est une émission avec un peu plus de chroniqueurs, un peu plus avancés en âge, parce qu'on va parler des aînés. Alors, j'aurais pu prendre les jeunes, vous allez me dire, mais on avance tous en âge. Mais je pense que vous êtes face à des réflexions sur du moyen, peut-être même court terme, sûrement du court terme, qui vous touchent par rapport à ce sujet-là. Déjà, chacun d'entre vous, Jean-Marie, toi, tu es à la retraite maintenant, tu viens de passer, ça va faire pas encore tout à fait un an, je crois. Hein. Ça fait déjà la retraite? Ouais. Ça fait 3 ans et demi. Ah, déjà? On dirait pas. Mais comme on le voit tout le temps, ça fait 3 ans et demi. Ça fait depuis un an, après on sent qu'il est moins là, il revient. Non, ça fait 3 ans et demi? Oui. Non, c'est vrai. Incroyable. Mais tu vois, je ne l'ai pas senti. T'as oublié. Non, j'ai pas. Non, c'est qu'on te voit quand même. Mais alors, au bout de 3 ans et demi, qu'est-ce que ça fait la retraite? Dis-nous. Ça fait malou. Ce que j'aime dans la retraite, c'est qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, non, je caricature, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choix, des trucs qu'on aime moins. Bon, du coup, on a moins de contraintes. Ouais. Et pour moi, je ne crois pas faire... Enfin, j'en fais moins parce qu'il y a des choses que je ne fais plus. Mais comme je bénéficie quand même d'une bonne santé, ça me permet de... Toi, tu voyages beaucoup, tu te déplaces beaucoup. Hein. Oui, ça me permet de bien... mais faire des choses que je choisis, que j'aime et qui... Est-ce que tu as gardé tes horaires? Tu te lèves à la même heure? Ah, je me lève à 10h le matin. Non. Ça me choquerait pas, hein, si tu es à la retraite. Non, je suis plus cool avec ça. Si j'ai tout de suite un rendez-vous, je fais attention. Mais sinon, des fois... T'as plus forcément le rythme, quoi. Hein. T'as plus le rythme. J'ai un peu moins de rythme. Ah, mais ça a l'air chouette. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une phase où il faut relâcher un peu la pression et après, il faut quand même se mettre des choses. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens dépérir, arriver à la retraite en termes de santé, quoi. Oui. Alors, oui, tu as des gens qui étaient... tout ce qu'ils faisaient était dans le cadre de leur... très cadré par leurs activités séculières, etc. Ouais. Et le danger, c'est qu'au moment où ils arrêtent, eh bien, tout d'un coup, ils n'ont plus de pression et tout d'un coup, c'est comme si pouf. Se laisse aller un peu. Hein. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que moi, tout ce que je le faisais dans un cadre, dans le cadre entre guillemets, de mon emploi. Mais c'est toutes des choses que je fais parce que j'aime les faire. Oui, donc, même si je suis plus, en théorie, si je suis plus salarié, je suis plus employé. C'est des choses que j'aimais, donc je continue de les faire. La preuve, tu es là. Donc voilà. Est-ce que tu as plus de hobbies? Tu as rajouté des hobbies? Alors j'en avais, mais que j'avais pas trop le temps de faire. Il y en a un, par exemple, j'aime beaucoup un peu les pierres, les minéraux, mais surtout les fossiles. Oui, je sais, justement, je voulais en parler. Donc j'ai plus de temps maintenant, donc quand je peux aller gratter, chercher des fossiles, et puis après,
chez moi, je les retravaille, Et justement, je pensais à toi, je me suis dit, peut-être un truc qui te ferait plaisir, c'est les ouvertures de géode. Ah oui, c'est très joli ça. Bah, tu sais que tu peux le faire hein, chez toi à la maison, tu peux en commander. Oui, tout à fait. Et ça se trouve, tu tombes sur des belles géodes. Oui. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est de les chercher. Plus les chercher. C'est de les chercher dans la nature. Pas forcément l'ouverture et te dire sur quoi je vais tomber. Si, ça c'est. Parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter vraiment des packs comme ça de géodes à ouvrir. Oui. Carrément. Oui, tu les serres là, puis craque. Il y a un côté satisfaisant, et puis découvert. Nathalie. Alors moi, je ne suis pas encore à la retraite. Non. Mais toi, tu as un conjoint qui est à la retraite. Oui, exactement. Et j'ai été quand même ces derniers temps entourée par des personnes plutôt d'un certain âge. En plus que ma belle-maman vient de partir hier, elle a rejoint le Seigneur. Donc c'est sûr que je connais les préoccupations, en tout cas d'un âge avancé. Et quand tu te projettes sur la retraite, sur l'âge avancé, comment tu te projettes toi ? Plutôt active, j'avoue, parce qu'on a déjà en tête des projets avec Guy, donc on a presque hâte, j'avoue. De se lancer pour ces projets, quoi. Ouais. Claude ? Eh bien moi, la retraite, plus je m'en approche, plus elle s'éloigne. C'est dans combien de temps, toi, là ? C'est dans je ne sais plus combien de temps, avec les lois qui changent. Il y a 1 an et demi, j'étais déjà en retraite. Maintenant, ça a été repoussé. Honnêtement, je ne sais plus quand j'y serai, mais en tout cas, j'ai une femme beaucoup plus jeune. Du coup, elle me dit toujours, écoute, mon chéri, alors tu attends que je sois à la retraite pour partir à la retraite. Oula, c'est donc c'est dans très longtemps, voilà. Mais en attendant, j'ai quand même vécu aussi je vis des situations avec des personnes, des aînés. J'ai les beaux-parents qui habitent à côté, qui ont passé 82 ans, les deux. Donc alors je vois ça d'un côté. Alors pour moi, ils sont plutôt en bonne forme, ils se maintiennent, ils font beaucoup d'efforts depuis très longtemps au niveau alimentation, au niveau activité, ils restent actifs. Et puis j'ai de l'autre côté une maman qui est veuve depuis 1 an. Et où tout à coup on a pris frontalement la vague de l'information, comme quoi elle n'est pas en bonne santé, elle a 82 ans aussi, elle n'est pas en bonne santé, elle a les pieds montés, elle a ce genre de choses, mais c'était caché par le fait que mon papa, lui, était bien plus âgé qu'elle, mais était en meilleure forme, il la soignait, prenait soin d'elle, donc on ne voyait pas. Maintenant, là, tout à coup, on voit tout et on se prend tout dans la figure et on est obligé de gérer. Et du coup, on a plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les vrais problèmes ? Quelles sont les vraies solutions ? Quelles sont les bonnes solutions ? Il n'y a pas que l'EHPAD, quoi. Je veux dire, parce que généralement, on parle d'EHPAD, mais peut-être avant l'EHPAD, il y a d'autres choses à faire. Et du coup, ça me projette aussi dans une fin de carrière, entre guillemets, avant la retraite, mais une réflexion dans l'Église, c'est quoi quel est le rôle des aînés ? C'est une vraie question que je me pose depuis maintenant quelques mois. Là. C'est le sujet. Tiens, vas-y, lance un peu ta réflexion, parce que je voulais qu'on aborde, avant d'avoir notre invité, le sujet du rôle des aînés dans l'Église. Alors j'en ai trouvé au moins 3, et peut-être ça pourrait faire sujet à débat. Un premier rôle, c'est un rôle de modèle. On peut être aîné, mais ne peut être forcément visible partout, mais comme de modeler son entourage. J'aime ce texte de Hébreux 13, verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc c'est évidemment, là on parle des anciens de l'Église ou de gens qui ont conduit, des pasteurs, etc. Mais je pense qu'on est tous des conducteurs de quelqu'un, déjà de soi-même, et voir de ceux qu'on influence, la famille proche, les amis, le voisinage, d'être un modèle, des gens qui ont une parole qui est digne d'être écoutée, qui ont une vie digne d'être considérée, d'être estimée. Et puis une foi aussi, digne d'être imitée. En l'occurrence, j'ai vu mon papa, il avait la foi jusqu'au dernier jour. Il a encore chanté le dernier jour, c'était un dimanche, il était là dans l'église, il levait les mains à 92 ans presque, et il chantait de tout son cœur. D'ailleurs, ma petite fille, ma petite Emma, elle avait été le mois d'avant à côté de lui, elle l'a filmé en train de louer Dieu. Et ça m'est resté parce que elle me l'a montré, comment il louait Dieu de tout son cœur. C'est joli ça. C'est beau, hein. Il m'a impressionné par... tous les matins, il se levait à l'heure, il était en bas, et alors ils avaient des amis qui venaient. Et puis une amie qui était là, qui avait dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il fait Joseph dans le salon le matin à 7h ? Il chante, et qu'est-ce qu'il chante bien ? Mais il chantait les louanges à Dieu tous les matins. Un deuxième aspect, je pense, c'est le côté transmission, transmettre. Il me semble que la question des seniors à l'emploi, c'est une bonne question, parce que finalement, on a décidé à une époque, il y a longtemps déjà, de mettre les gens à la retraite à 60 ans, mais on a oublié que ces gens-là avaient un capital de savoir, un capital de sagesse, un capital d'expérience qui fait peut-être défaut
dans les entreprises, mais aussi qu'on a peut-être déconnecté dans leur entourage privé par toutes sortes de réalités économiques. Les enfants partent travailler loin de la maison, mais on ne les a pas forcément dans l'Église identifiés comme des capitaux, même si certains, on les a utilisés, on les employait. Je pense à Gérard et à Roger, qui étaient jusqu'à la fin de leur jour, le dernier jour, étaient actifs dans l'Église. Donc ils transmettent un certain nombre de choses. Et puis enfin, un troisième point, c'est le côté, je dirais, soutien. Soutien spirituel, soutien familial, soutien financier. Je ne sais pas si tu sais, mais l'INSEE déclare récemment qu'il y avait 15 millions de grands-parents. Alors, tous les grands-parents ne sont pas des aînés au sens qu'on le comprend, mais quand même, c'est plus des jeunes non plus. Mais aujourd'hui, ces 15 millions de grands-parents assurent, écoutez bien, 23 millions de gardes hebdomadaires. 23 millions d'heures de garde hebdomadaire, ce qui correspond environ à 650 000 emplois à temps complet. C'est énorme. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un tas de petits-enfants qui dépendent des financements des grands-parents pour faire leurs études. Voire les enfants ont besoin des parents pour continuer à s'occuper. Donc il y a un soutien, à la fois, je dirais, on en parlait hors antenne, le côté affectif, le côté stabilité. Moi je me dis, des grands-parents aujourd'hui qui ont entre 55 et 75, 80 ans, qui sont stables, sont pour des générations plus jeunes des modèles à suivre. Ils trouvent peut-être de l'affection. Et l'avantage des grands-parents, c'est que contrairement à des parents où des fois l'enfant fait jouer en compétition les parents dans leur affection pour eux, les grands-parents, c'est un affectif, je dirais, gratuit. Ils aiment inconditionnellement. Oui. Ils sont là, c'est cet amour inconditionnel. Leur seul devoir, c'est de créer des beaux souvenirs. Quel est le beau souvenir qui va rester dans la vie de mon petit-fils, ma petite-fille? J'entends toujours en écho Papa Jean et tous les petits-enfants dont toi, vous aimiez être avec lui, ne fût-ce que pour aller vite au jardin ou dans la montagne. Faire des visites. Il a cultivé, il a bien fait d'ailleurs de cultiver cette culture des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Et donc du coup, pour moi, c'est trois éléments, en tout cas, comme ça, mobile pour point, modeler, transmettre, soutenir. Alors peut-être déjà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une tendance qui revient un peu par rapport à ce que tu disais au niveau des emplois des aînés dans les entreprises. Ouais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui privilégient des aînés pour les employés, justement pour la transmission du savoir, mais aussi et surtout parce que les gars, ils ont un cadre, ils sont à l'heure au travail, ils ont toute une discipline et une excellence dans le travail qui fait qu'aujourd'hui, ils se rendent bien plus compte du bénéfice. L'autre a la force, mais il n'est pas là. Donc, pour moi, une culture qui s'est perdue. Ah mais vraiment, tu vois ton papa debout à 7 heures tout le temps, ce côté carré en fait, aujourd'hui est devenu très difficile. Pour moi peut-être une réflexion par rapport à tout ce que tu dis, c'est la suivante. Quand on parle là des aînés, de cette transmission, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais dans le défi de l'Église, c'est comment faire pour que les aînés puissent transmettre, je vais le dire comme ça, pas que à leurs proches dans leur entourage. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un pan de cette génération-là qui, en famille monoparentale, on a toute une nouvelle génération de nouveaux chrétiens qui sont la première génération. Leurs grands-parents, ils ne leur transmettront rien dans la foi puisqu'ils n'étaient pas du tout croyants. Et donc, il faut que nos aînés d'aujourd'hui soient capables de s'ouvrir à se mettre à disposition, à créer des liens avec d'autres personnes que juste leur entourage proche. Et ça, pour moi, c'est vraiment un sujet de prière et un vrai défi. C'est pour ça que je l'avais déjà dit en prédication, mais je rêve d'une église où, pour moi, l'église organique, c'est ça. Je rêve d'un ancien qui me dit « Ben, j'ai ma voiture, il faut que je retape ma voiture, j'ai de la mécanique à faire. Envoie-moi 3 jeunes gars qui vont m'aider à avoir des bras et moi, je vais leur transmettre du savoir-faire. Et en plus de ça, on va prendre du temps ensemble et on pourra communier ensemble. » Puis les groupes de maison... moi, ce que j'aime dans les groupes de maison, c'est ce côté... Les groupes de vie, tu veux dire ? Les groupes de vie. Je ne sais pas ce que c'est, les groupes de maison. Oui, mais parce que dans certaines églises, ils disent groupes de maison. T'as raison, merci. Et comme ça, ils comprennent mieux. Et c'est, je trouve que c'est vraiment... C'est bien qu'il y ait des groupes vraiment jeunes, parce que
il y a un temps où entre jeunes, ils ont des problématiques vraiment, une façon de vivre, des réalités aussi pour se rencontrer, etc. Ok, mais rapidement, je trouve que c'est bien que ces groupes soient vraiment justement où il y ait tous les âges. Et ça permet tout ce que Claude disait, le côté modèle, le côté conseil, affectif aussi, et tout ça. Mais c'est l'Église. Mais que tu le veuilles ou non, chaque génération est bien entre elles. Et je vois les jeunes sont bien entre eux. Oui. Je vois les anciens, ils sont bien entre eux aussi. Mais Oui, alors moi je suis content de fréquenter des seniors, mais moi je me sens mieux à l'aise s'il y a tous les âges que de. Ouais. Mais pour moi, c'est de se rendre assez accessible. C'est de dire ah tiens, s'il y a des jeunes qui sont intéressés par nettoyer et chercher avec moi quelques pas des champignons, mais pour toi quelques comment t'appelles des fossiles, quelques fossiles. T'as des jeunes passionnés aussi sur ça. Oui. C'est prendre du temps avec eux. Et c'est se rendre accessible. Ouais, je pense que ça passera par une... C'est difficile de prendre la parole avec deux pasteurs, je t'assure. Non. Excuse-moi, on te laisse parler. Moi, je t'écoute, Nathalie. Non, mais justement, je voulais revenir sur ça, se rendre accessible. Encore très récemment, c'est la semaine dernière, il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a demandé en fait qu'on puisse passer du temps juste ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça un peu, formidable, parce que je me dis, mais oui, d'accord, mais juste aller se promener ou autre. Et je me rends pas toujours compte qu'on peut vraiment transmettre à ce point, rien qu'en vivant ensemble des moments, en fait. Et elle me dit, c'est pas forcément pour avoir un entretien, enfin l'entretien de la plus ancienne avec la plus jeune, mais elle a besoin, comme c'est une jeune convertie, de pouvoir voir comment une femme chrétienne qui a des années, en fait, de pratique de la foi, tout simplement. Comment elle réagit à certaines circonstances, nous voir vivre. Et c'est même leur couple maintenant qui aimerait en fait passer du temps avec moi et Guy, quoi. Et se rendre accessible, c'est un exercice. C'est pas évident. Parce qu'on aime bien notre autonomie. Hein. Et elle me dit, mais même je peux venir faire le ménage si tu veux, et tu es là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais alors, elle a compris quelque chose. Ouais. Et c'est pour moi, comme dit... le jour où on arrive dans l'église à ce que ce soit naturel, des anciens qui me disent... moi, je rêve de ça. Une mamie qui me dit, mais Ben, j'ai plein de recettes que j'aimerais transmettre encore. Envoie-moi trois personnes. Envoie-moi 3 filles, je prends du temps avec elles. Ou un ancien qui dit, moi, j'ai plus beaucoup de force pour les travaux, mais j'avais des doigts en or quand j'étais plus jeune. Envoie-moi 3 gars, on refait ma grange. C'est du donnant-donnant. Ils m'aident. Et je leur transmets. Je leur apprends. Et en même temps, ils sont dans une dynamique spirituelle. Ils vivent ensemble. Et tous les 4, ils ont la même foi. Et pour moi, l'église organique, c'est vraiment ça. C'est de la transmission de vie. Dans une famille que je pense que ça passera par vraiment une prise de conscience. Ouais. Peut-être par les enseignements du haut de l'estrade aussi. Une culture qu'on infuse, qu'on diffuse, qu'on nourrit. Je l'ai résumé comme ça avec ton frère Jonathan. On en a parlé. Autrefois, on disait, quand on avait pris conscience que l'enfant a une vraie place dans l'église, on disait l'enfant n'est pas l'église de demain. De demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Nos anciens, et pareil, les anciens, c'est pas l'église d'hier, c'est l'église d'aujourd'hui. Ouais. En quoi c'est l'église d'aujourd'hui et en quoi, justement, faut-il peut-être inverser les tendances, parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est quand même influencé par notre culture occidentale où on parque les gens dans des tranches d'âge. Et maintenant, on appelle ça la silver economy, où ils vont manger, boire, s'amuser, voyager, ils ont leur activité à eux, quoi. C'est ça. Mais pas une génération plus jeune, au lieu de... Et du coup, c'est un défi qui nous est lancé en tant que prédicateur. Et s'ils vont faire leurs courses le vendredi à 17h, les gens qui sont encore en train de bosser toute la semaine, eux, ils pèsent parce qu'ils ont les années en plus. C'est vraiment, non, chacun son monde, chacun son horaire. Mais pour moi, il y a un vrai défi dans l'Église, parce que autant le faire pour sa famille déjà, mais c'est beaucoup plus naturel.
Mais de se dire, il faut que je sois... Mais c'est une contrainte, mais c'est plus naturel. Mon grand-père, c'était, je toque chez lui, ah ouais, bah viens faire les visites. Moi, j'aimais bien faire les visites. C'est avec lui que j'ai été formé aux visites. Mais oui. Tous les mercredis, moi, j'aimais pas trop faire du foot avec les autres. Je disais, papy, je peux pas faire des visites avec toi. Donc on allait. Je te crois. Et il les faisait en alsacien avec ces petits vieux, comme il les appelait. Et de temps en temps, je rentrais avec des bouteilles de schnapps parce que les petits vieux, ils sont bien équipés aussi, il faut le dire. Mais, Pas tous, mais certains, oui. mais j'ai appris les visites, j'ai été formé. Moi, j'avais, je sais pas, j'avais 7-8 ans, je faisais... Mais c'est ça. Mais de se dire, le faire pour d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment une grosse partie. Ils sont la première génération. Je me rebondis sur ton cas de figure parce qu'il est intéressant au niveau géographique. Vous À côté. habitez un peu dans le clan des Peter Schmidt, les uns après des autres. Donc du coup, la relation était entre guillemets Plus facile. Plus facile. C'est Aujourd'hui, pour certaines familles, même si Ouais, un c'est grand-père voulait tenter quelque chose, le gamin a trouvé un super bon job d'ingénieur à Bordeaux, l'autre à Londres, C'est le vrai. troisième à New York. Bon, ben, C'est voilà. vrai. Alors évidemment, après, on a la question de l'Église, de transférer ça dans l'Église. Et là, je rejoins Jean-Marie en disant, peut-être dans les groupes de vie, on a quelque chose à En tout cas, augmenter, développer, ouais. à faire remonter et à l'induire pour qu'une philosophie de vie... Mais je pense pas que ça fonctionnera si c'est que de l'institutionnel. Si c'est que de l'organisationnel, pardon. Je pense que ça fonctionne, ça peut y contribuer, ça peut aider, Oui, mais il faut peut-être l'encourager, tu vois. mais l'encourager. Mais il faut un... Et les relations se développent aussi parce que si le groupe de vie vit vraiment quelque chose ensemble, déjà il y a de l'entraide mutuelle qui s'instaure déjà naturellement, nous on a cette faveur dans notre groupe d'avoir un couple ils sont jeunes en fait les deux, mais ils aiment passer du temps avec des plus anciens. Et je trouve ça aussi tellement chouette de leur part. De ne pas s'isoler, d'aller plutôt vers des jeunes. C'est vraiment Donc, excellent. on a une Et puis faveur. tu vois, par exemple, hier dans mon secteur, il y a eu un après-midi pour les seniors, pour les aînés. Très bien, mais une fois de plus, on cultive le côté, cette tranche d'âge. Sectorisation. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Je ne sais pas, ça s'est fait et c'est très bien, je le soutiens à fond, mais je me dis, dans l'année qui viendra, peut-être qu'il faut induire... Surtout un mercredi après-midi. Induire autre chose qui justement fasse un mélange des âges, qui provoque C'est vrai, c'est juste. ce jeunes et vieux qui se réjouissent d'être ensemble. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais il faut se réjouir ensemble. Mais je trouve quand même que l'Église, l'APO, je trouve que c'est ouverte, hein, ça la veut porte ouverte. C'est quand même une église où justement, il me semble qu'il n'y a pas ces découpages en tranches, c'est continu, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu alors il y avait Papa Jean bien sûr qui était bien âgé, mais après dans les responsables et même dans l'équipe pastorale, il y a des représentants tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on a des responsables. Il y en a, moi j'ai un peu plus, mais il y en a qui ont 60 ans, 50, 40, 30, et puis il y a les tout jeunes qui arrivent. Je suis arrivé, j'avais 20 ans. Ouais. J'en avais 23. Ce qui fait que l'Église est pas dans certaines églises, j'ai l'impression qu'on se préoccupe, on dit, bon, alors maintenant il faut qu'on fasse une activité pour les jeunes. Et puis après on dit, ah mais attendez, il faut qu'on fasse une activité pour les petits vieux. Et alors que quand on peut avoir une culture qui tout le temps implique tout le monde, c'est quand même... C'est Mais juste. peut-être il faudrait imaginer un The Rencontre pour les aînés, tu vois. Et ceux qui m'ont déjà demandé. Ah bon, d'accord. J'ai demandé. Mais cependant, il y a des Je devrais aînés. régler les sonotones. par À se contre, rencontre, il y a des aînés qui viennent prier aussi. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment un tout. Et comme je pense, en tout cas, c'est un sujet de prière pour moi parce que je vois le défi arriver. Je vois les aînés qui partent dans l'éternité petit à petit, et je vois la vague de gens qui arrivent, qui eux n'ont pas ces modèles-là. Et finalement, derrière, peut-être un rôle que tu n'as pas dit là, mais c'est le rôle des aînés, c'est pour moi aussi ce fondement doctrinal théologique, ce qui donne de la stabilité un peu. C'était un peu ce Moïse qui ne peut plus aller sur le champ de bataille, Oui. mais qui lui reste auprès de Dieu, lève les bras. Les deux en fait. Si Moïse ne lève pas les bras, Josué perd la bataille, mais si Josué ne se bat pas, Moïse il a beau lever les bras, ça sert à rien. Ils vont ensemble. Soutien, ouais, c'était pour moi le soutien spirituel, Ouais. tu vois. Mais je trouve que le courage, tu vois, le courage de mon grand-père de dire « je tuerai pas en temps de guerre ». Aujourd'hui, pour moi, ça doit être transmis, en plus au vu du contexte dans lequel on est, ça doit être transmis ce courage de
porter des positions théologiques fortes. Et ça doit transpirer des aînés, en fait. Mais pour ça, comme tu le disais, il faut qu'on puisse voir, que les jeunes générations voient la vie spirituelle des anciens. Ouais. Il faut qu'ils soient dedans et visibles. Ouais. Je pense qu'on a, comme tu dis Jean-Marie, il y a d'un côté, il y a effectivement dans la porte ouverte cette représentativité des différentes tranches d'âge au sein de la direction, et c'est très bien. Par contre, il y a quand même eu beaucoup d'efforts, et je me rappelle ces 15 dernières années, où on a apporté des efforts sur des segmentations très précises. Les 11-13 ans. Avant, c'était jusqu'à 12 ans, c'était 6-12 ans, quoi. Maintenant, c'est 11-13 ans, 13-15, 15-18, 18. Alors, enfin, on se dit, mais c'est quand qu'ils vont être adultes? Parce que jusqu'à 30 ans, il faut les suivre. Bref, je caricature, là, volontairement. Mais je l'ai fermé. Hein. C'était 30-35. J'ai dit non, mais 30 ans, je mets un stop. C'est bon. Par contre, après, il y a effectivement, pour moi, dans les aînés, il y a différentes tranches d'âge. Il y a différents besoins. Par exemple, il y a les jeunes grands-parents. Les 50 et au-delà, jusqu'à 65 ans, les jeunes grands-parents qui, des fois, sont pris dans un étau terrible entre le travail, les enfants à suivre. Certains passent la retraite, c'est tant mieux, mais arrivé à la retraite, et c'est mon cas qui m'en approche, tout à coup, j'ai pas un EHPAD à côté de moi, mais j'ai quand même des parents aînés dont il faut s'occuper. Et j'ai encore des enfants qui font des études. Donc du coup, je vis une pression double, voire triple. Et honnêtement, c'est intéressant comme période de vie. Mais par contre, je reviens sur le côté, oui, les aînés, donner la visibilité, je ne sais pas comment, est-ce qu'il faut leur faire un temps de louange, fermer les actes des aînés. Déjà, la tranche d'âge qui suit le plus, on s'y retrouve, c'est vous, les aînés. Oui, donc, entendez le message. C'est à nous. Entendez le message. On va passer sur la deuxième partie de cette émission, parce qu'on a un super invité. Avant ça, peut-être juste une petite info. J'entendais une étude, et c'est ce qui m'a fait dire, tiens, on va parler des aînés aussi. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais il y a une étude qui est sortie et qui a prouvé que si on vit dans la chaleur, ou dans des pays plus chauds, ou continuellement dans la chaleur, ça a été prouvé qu'on vieillit plus vite. Biologiquement. Ouais. Ah ouais. Pas simplement parce que la peau flétrit, non, biologiquement. C'est ça qui est intéressant. Le froid conserve. Le froid conserve. C'est ça. Donc, non, mais je trouve ça intéressant. La cryogénie, c'est connu. De se dire que biologiquement, et jusqu'à perdre 1 à 2 ans de vie quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais m'installer dans le congèle. Puis... Non, mais c'est fou. Hein. Du coup, les films, pas juste de vieillir, on vieillira tous, mais de bien vieillir. Ouais, de bien. Oui, c'est sûr. Ce soir, on a avec nous un invité qui s'appelle Josué Cléry. Alors, c'était toi, Jean-Marie, qui m'en avait parlé dernièrement, puisque c'est un frère également dans le Seigneur. Il est croyant, il est sur Paris et il est médecin gériatre. Alors effectivement, on n'a pas eu l'occasion d'avoir sur ce plateau un médecin gériatre avec nous. Donc on va l'accueillir. Josué, si tu veux bien venir. Salut Josué, ça va bien ? Ça va. Bon, écoute, on est très heureux de t'avoir avec nous sur le plateau. Moi aussi. Tout d'abord, j'aimerais te dire, tu n'as pas la tête d'un médecin gériatre. C'est vrai. On les imagine toujours un peu plus vieux. On les imagine en raccord avec leur âge. Oui, c'est vrai. Mais Attention, j'ai 39 ans quand même. Mais non, il ne les fait pas du tout. Alors, tu ne fais pas 39 ans, mais tu ne fais toujours pas médecin gériatre malgré les 39 ans, je trouve. Bon, on est heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as entendu un petit peu notre discussion précédente ? Peut-être. Oui, je l'ai trouvé très intéressante. C'est un peu notre réflexion en tant que pasteur, mais je suppose que toi, en tant que médecin gériatre, vous êtes face à des réflexions aussi de société. À ce niveau-là, on va l'aborder. Peut-être est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, qui tu es et pourquoi tu es devenu médecin gériatre ? D'accord. Alors du coup, je suis médecin gériatre depuis à peu près 5 ans. Et alors, comment ça s'est passé? En fait, ça n'a pas été mon premier choix. Depuis que j'étais tout petit, j'ai voulu faire médecin, mais je voulais être pédiatre. Donc, du coup, pendant toutes mes études médicales, j'avais vraiment l'objectif de la pédiatrie, jusqu'à la fin de mes études où j'étais plus trop sûr de vouloir être pédiatre. Et ensuite, donc j'ai passé le concours de l'internat et malheureusement, je n'ai pas eu les résultats qui m'ont permis de choisir la pédiatrie. Mais juste après, en fait, j'ai choisi un stage on appelait un stage de super externe, où en fait, on n'est pas encore interne, mais on est entre les deux et on passe toute la journée à l'hôpital.
Et j'ai choisi ce stage-là dans un service de gériatrie. J'étais jamais allé en gériatrie et franchement, avant ce stage, j'avais pas du tout envie de choisir la gériatrie. Et donc, j'ai découvert vraiment cette spécialité et ça a été un vrai coup de cœur. Je me suis rendu compte que j'avais un très très bon contact avec les personnes âgées et j'ai surtout découvert une discipline qui était extrêmement riche, très variée. On fait vraiment on va dans plusieurs disciplines, de la cardiologie, de la pneumologie, on passe par la cancérologie. On est très transversal et c'est ce que j'aime, hein. J'aime beaucoup voir un petit peu tout. Je suis pas trop ultra spécialiste. Et du coup, j'ai vu aussi que c'était une discipline où on pouvait faire plein de gestes, ponctions pleurales, des ponctions lombaires, etc. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, j'ai décidé de faire la gériatrie. Mais à cette époque-là, l'internat de gériatrie n'existait pas. Donc, on était obligé de passer par une spécialité pour ensuite se surspécialiser en gériatrie. Donc, j'ai choisi la médecine générale. Donc, j'ai fait le cursus de médecine générale. Je suis passé en tant qu'interne en pédiatrie. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, je ne voulais plus du tout faire pédiatrie parce que malheureusement, pendant ce temps de passage, il y a un enfant qui est décédé. Je me suis rendu compte que je pourrais pas en fait supporter de voir des enfants qui décèdent. Donc, ça m'a conforté dans mon choix. Et j'ai été très content finalement de choisir la gériatrie. Alors, Voilà. peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers-là, à quoi correspond le fait d'être un médecin gériatre? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? D'accord. Donc du coup, pour démarrer, la gériatrie, c'est vraiment une discipline qui se focalise et qui prend en charge des patients de plus de 75 ans. Et le cœur du métier de gériatre, c'est vraiment prendre en charge dans la globalité le patient. Donc, c'est vraiment s'occuper de toutes les problématiques, qu'elles soient médicales, psychologiques, sociales. Il y a beaucoup de social aussi en gériatrie. Et donc, c'est finalement le fait qu'il y ait une complexité qui nous fait dire qu'une personne relève d'une prise en charge gériatrique ou pas. Je prends un exemple. Une personne qui a plus de 75 ans, mais qui n'a qu'une seule pathologie, par exemple, une pathologie cardiaque, etc., cette personne-là, elle sera pas suivie par un gériatre, en tout cas pas tout de suite, parce que finalement, elle peut encore se faire suivre par son cardiologue, puisqu'elle n'a qu'une seule pathologie, c'est pas complexe, en fait, c'est pas compliqué. Mais à partir du moment où s'accumulent, s'entremêlent plusieurs problématiques, là, ça rejoint la prise en charge du gériatre. Ah, Voilà. ok, ah, ça Alors, je savais pas que ça se définissait à ce niveau-là alors. On apprend, oui, on voilà. apprend. Très intéressant. Et Ok. qu'est-ce qui t'a, Josué, marqué depuis ces 5 ans peut-être? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, un retour d'expérience? Alors, ce qui m'a le plus marqué, en fait, dans la gériatrie, hein, Oui, c'est ouais, ça, ouais. dans mon exercice, Ouais. finalement, dans la gériatrie, j'ai pris conscience d'un concept qu'on appelle l'agisme. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du tout. Non. Alors, l'agisme, en fait, c'est le fait de discriminer quelqu'un en fonction de son âge. Ah. Et du coup, c'est valable pour les jeunes, mais c'est aussi valable pour les personnes âgées. Et en fait, c'est un concept qui a été développé en sociologie. Le mot apparaît pour la première fois en 1969 par un gérontologue qui l'utilise dans une revue de gériatrie pour pouvoir justement parler de ce fait d'être discriminé en fonction de son âge. Et en fait, le fait d'être en permanence en contact avec mes patients âgés m'a fait ouvrir un petit peu les yeux sur le regard qu'on a sur nos patients, sur les personnes âgées. Hmm. Et du coup, le modèle de l'agisme, en fait, il nous dit on développe, on peut avoir des comportements agistes quand on intègre des stéréotypes, des préjugés sur une catégorie justement de la population, en particulier les personnes qui sont plus âgées. Et ensuite, on les intègre et ça nous guide dans des actions envers ces personnes-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'agisme, ça concerne une catégorie de la population envers une autre, mais ça peut aussi concerner le sujet lui-même. En Hmm. fait, les personnes âgées elles-mêmes peuvent, à leur rencontre, faire preuve d'agisme
en ayant intégré des stéréotypes peut-être qu'elles avaient depuis l'enfance et en se les appliquant, en faisant leur vérité, en fait. Voilà. Mmh. C'est Et, hyper et intéressant. Par exemple. et ce qui est aussi intéressant et qui rejoint ce que vous avez dit avant, c'est que les études en sociologie montrent que justement on peut réduire ce comportement, ces comportements-là, en permettant le contact intergénérationnel. C'est Mmh. vraiment Ouais, c'est bien. la notion qui revient. Mmh. Donc voilà. Mmh. Ah, c'est extrêmement intéressant ça. Et Josué, par exemple, quand il y a justement cette discrimination qu'on peut se faire soi-même, est-ce que c'est par exemple le fait de se sentir inutile et on croit ça, qu'on est inutile, c'est ce genre de choses? Exactement, Ah tout ouais. à fait. Mmh. Exactement. En fait, si au cours de la vie, dans l'enfance, etc., on a vu des exemples de personnes âgées qui étaient dépendantes et qui justement avaient l'impression d'être inutiles, ou alors qu'on a entendu cela, ben, on l'intègre et Mmh. effectivement, quand on arrive cet âge-là, on se dit, ben, je suis inutile. Ah oui. Mmh. Et un autre exemple aussi qui est assez important, c'est le fait de se dire que voilà, une personne âgée, elle a plus grand-chose à faire, elle s'ennuie, donc c'est normal qu'elle déprime. Ah oui. Et souvent on a ce verbatim-là, on a ces paroles-là. Et le danger, en fait, c'est de passer à côté d'un diagnostic de dépression et de ne pas traiter, en fait, Mmh. puisqu'on pense que c'est normal, donc on ne traite pas. Et c'est là que c'est important de pouvoir vraiment mettre en évidence ce verbatim, ces stéréotypes, pour pouvoir s'en écarter et pouvoir apporter un traitement, une prise en charge aux patients. Oui, donc toi, Voilà. tu dois être constamment attentif à tes propres réflexions et analyses Exactement. à ce niveau-là Exactement. pour pas tomber dans l'agisme en fait. C'est Exactement. extrêmement intéressant comme Oui. concept. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans la gériatrie pour toi? Quel est l'aspect le plus difficile? Alors, l'aspect le plus difficile, c'est la frustration. Je vais m'expliquer. La frustration et l'impuissance, parfois. Donc, en tant que médecin, vraiment, on veut apporter un soin à nos patients, on veut les guérir, même si finalement c'est Dieu qui guérit et nous, on ne fait que soigner. On fait des recherches, on essaye de trouver la cause des maladies et ensuite de pouvoir les traiter. Et parfois, on y arrive. Mais le souci, c'est que parfois, le patient âgé a d'autres fragilités qui font que même si on a trouvé un diagnostic, même si on a le traitement, il est trop fragile pour pouvoir le supporter. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de s'orienter vers des soins palliatifs, vers des soins de confort et pas pouvoir lui apporter le maximum qu'on aurait pu lui apporter Hmm. comme traitement. Donc ça, c'est ce qui me frustre un petit peu. Ah, c'est sûr que J'ai ça doit être difficile aussi, oui. j'ai une question, c'est par rapport à justement à ce vieillissement et à la question de ton côté, toi tu traites les maladies, les pathologies, tu viens au secours, ton cœur est de vouloir soigner pour qu'il soit guéri. La question pour moi est plutôt dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire, quel est le discours à tenir, notamment en tant que pasteur ou en tant que responsable, pour que justement il y ait un travail de prévention qui se fasse, pour éviter entre guillemets, d'encombrer les services de gériatrie, voire d'encombrer les EHPAD. Je donne un exemple simple, ma maman a 82 ans, elle est veuve depuis 1 an, on a découvert toutes sortes de pathologies, elle a passé un hôpital de jour, et très vite, on a eu affaire à l'ergothérapeute qui passait à la maison, qui demandait de mettre des rampes, et tout à coup, à la fin, c'était prévoir rapidement l'EHPAD. Ça remonte déjà à 1 an. Je me suis dit, mais on peut quand même pas aller parquer tout le monde dans un EHPAD. Enfin, parquer, je m'explique, c'est pas très correct ce que je dis, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des gens, à partir de, je sais pas, 55, 60 ans, on les aide à réfléchir sur, pas seulement le fait qu'ils vont vieillir, mais surtout comment on fait pour bien vieillir et éviter justement d'arriver à des stades où les pathologies se cumulent et où finalement on ne peut faire que des soins palliatifs ou de confort. D'accord. C'est une excellente question, puisqu'en fait, c'est justement tout le cœur de notre métier.
Et ça implique finalement, ça n'implique pas que les gériatres, parce qu'en fait, en termes de gériatres, de nombre de gériatres dans toute la France, alors j'ai pas le chiffre, mais on n'est pas beaucoup, ça c'est sûr. Et du coup, on peut pas justement faire tout ce travail de prévention. Donc effectivement, nous, les patients qui arrivent sont des patients effectivement où on peut presque plus faire ce travail de prévention. Je dis presque parce qu'on peut encore toujours le faire, mais les patients, en fait, il va falloir travailler avec d'autres spécialités. Et c'est là que le médecin généraliste, le médecin traitant entre en jeu, en fait, puisque c'est lui qui suit souvent le patient depuis plusieurs années. Donc, il a le temps il voit le patient évoluer. Et donc, c'est lui qui est vraiment en ce qu'on appelle les soins primaires, qui permet de pouvoir détecter les signaux d'alerte. Et à partir de ce moment-là, anticiper pour pouvoir justement éviter au maximum la dépendance et le fait d'entrer en EHPAD. C'est intéressant parce qu'en fait, c'était le sujet de ma thèse. Je l'ai fait puisque j'étais encore en médecine générale, je l'ai fait avec un médecin généraliste où justement le cœur du métier, c'était d'essayer de dépister ce qu'on appelle la fragilité. Donc la fragilité, il y a différents éléments qui nous permettent de pouvoir détecter que petit à petit, il y a un déclin, un risque de dépendance. Et ça permet de mettre en place des éléments pour pouvoir éviter au maximum la dépendance, les pathologies qui sont évitables. euh, et voilà. Et donc, il y a aussi tout simplement la prévention. La prévention en termes de maladies cardiovasculaires, bien prendre en charge l'hypertension artérielle, la prévention pour éviter les cancers, faire attention à l'hygiène de vie, à ce qu'on mange, etc. Tout ça, ça rentre en jeu. Mais vraiment, la personne principale pour la prévention, c'est, pour moi en tout cas, le médecin traitant, le médecin généraliste, Alors, qui doit travailler avec le gériatre. Alors justement, ça m'amène sur un autre axe que je voulais aborder avec toi, Josué. C'est ce que tu dis, ça me semble être très pertinent, mais j'ai l'impression que c'est dans un monde idéal parce qu'aujourd'hui, avoir ne serait-ce qu'un médecin généraliste, Ouais. c'est devenu la croix et la bannière. Et si on en a un, faut-il encore être capable de pouvoir le contacter. C'est parler un peu de l'état des lieux de la médecine actuelle en France. On a dernièrement eu plusieurs parmi nous des expériences à titre personnel où on connaît des gens. Je leur partageais en off tout à l'heure une situation d'un ami où c'est déplorable. On sent qu'il y a vraiment un appauvrissement aussi des soins en France. Quel est l'état des lieux au niveau du monde gériatrique à ce niveau-là? Alors, au niveau du monde gériatrique, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour l'instant, de ce que j'ai entendu, alors, pour tout vous dire, je vais être sincère, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Et, euh, je ne connais pas toutes les dernières politiques C'est en termes c'est plus plutôt toi dans ton ressenti en tant que médecin gériatre. bon, d'accord. Comment tu vois les choses? Dans mon ressenti, effectivement, je confirme que on est en sous-effectif, qu'il n'y a pas assez de gériatres pour pouvoir prendre en charge tous les patients, et qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, ouvrir beaucoup plus le, le nombre de patients, le nombre de médecins, et qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, voilà, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes euh, en médecine qui choisissent la spécialité. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'attractivité au niveau de la spécialité. Ce qui est en train de se faire, hein. Il y a un vrai travail auprès de mes collègues gériatres qui sont aussi qui travaillent à la faculté pour pouvoir vraiment faire connaître la spécialité
pour expliquer aux jeunes les forces de la spécialité et la rendre attractive. Hmm. Voilà. Est-ce que on a entendu malheureusement parler de scandales dans les EHPAD liés à de la maltraitance, toutes ces choses-là. Est-ce que, mais aussi liées au manque de personnel, aux pressions, est-ce que c'est malheureusement aussi le cas dans certaines circonstances aussi au niveau du suivi gériatrique, etc. Alors, donc moi, je vais te parler pour l'hôpital, puisque je travaille à l'hôpital en ce moment. J'ai pas entendu de scandale en ce moment au niveau de l'hôpital. Donc, mais je parle à titre personnel. Hein. Donc j'ai pas entendu de scandale. Par contre, effectivement, il y a un vrai souci en termes d'effectifs. Mm. On est en sous-effectif non seulement au niveau des médecins, mais également au niveau du personnel paramédical. Et donc, effectivement, le fait d'être en sous-effectif amène des situations où les patients ne sont pas pris en charge de façon optimale. C'est pas de la maltraitance, mais en tout cas, ils sont pas pris en charge de façon optimale. Pas tout simplement parce qu'il y a un sous-effectif au niveau Est-ce, est-ce paramédical. qu'il y a des délais rallongés, je sais pas, Jean-Marie veut prendre rendez-vous avec toi, c'est dans 6 mois, dans 2 mois? Alors, oui, effectivement, je fais pas de consultation, mais mes collègues à Je ne l'hôpital, relève pas de effectivement, la les gériatrie. délais sont assez longs. C'est 6 mois. C'est 6 mois, ouais, c'est à ça. peu près ça. Et c'est un peu le drame, Presque. c'est qu'on parle d'accompagner, Oui, on parle de prévenir, mais malheureusement, même quand le problème est là, c'est 6 mois plus tard. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, mais dans presque tous les domaines, j'ai l'impression, du spectre médical aujourd'hui. Hein. Oui. Moi, Je suis d'accord. moi, ça me fait. J'ai aussi l'impression qu'il y a il y a des paramètres qui sont dans le médical, tout ça, mais il y a des paramètres dans la philosophie ambiante. Par exemple, la plus grande, la crise de la solitude chez les personnes âgées, beaucoup de personnes âgées qui sont toutes seules, une par une chacune dans son petit appartement. Et du coup, tout est compliqué pour elles. Même prendre rendez-vous pour aller chez un spécialiste, y aller comment, qui m'emmène, qui me ramène. Et puis du coup, ce sentiment d'inutilité dans la vie, on fait rien. Enfin, je pense que c'est aussi toute une conception sociétale de la personne âgée. Souvent en EHPAD, ils sont plus des clients que des patients. Et moi, je dis toujours, je suis un grand nostalgique de la société rurale du temps de mon grand-père. Mon grand-père et ma grand-mère, ils avaient 90 ans et ils ont toujours été utiles à quelque chose. Ma tante les asseyait dans la cuisine et puis il mettait 2 heures à mettre des haricots dans des bocaux, mais ils avaient fait quelque chose et tout le temps ils ont fait quelque chose et chacun avait continué d'avoir toujours son rôle. Même si c'est petit à petit, c'est un tout petit rôle, mais ils avaient un rôle. Tandis que maintenant, celui qui est tout seul chez lui dans un petit appartement comme ça, il n'a pas de rôle. Non. J'ai une question par rapport, le thème de l'émission, c'est le rôle des aînés dans l'Église. Et on a 3 pasteurs et puis une responsable de pôle et de vie. La question que je me posais, c'est, puisque tu es croyant aussi, quel serait, à ton niveau, ou à ton sens, quel serait le discours à infléchir dans l'Église pour justement tenir compte des aînés et du vieillissement de la population qui va aussi se ressentir dans les églises, puisque la population française vieillit globalement. Donc on peut aussi comprendre que les églises vont vieillir. Donc quel serait ton conseil à des pasteurs pour leur dire, voilà peut-être 2-3 points que vous devriez aborder dans vos entretiens ou même plus dans vos enseignements? Alors, du coup, le discours à tenir, premièrement, on revient à la prévention. Donc, bien faire attention à comment bien vieillir, faire attention à l'hygiène de vie et à, et aux à prévenir différentes maladies.
Euh, et aussi, comme je l'ai entendu au tout début, hein, avant que j'intervienne, euh, toujours impliquer les personnes dans la vie de l'Église, de les impliquer à tous les niveaux. Parce qu'en fait, c'est comme ça que, au niveau cognitif, elles vont pouvoir toujours être stimulées. Et ça fait partie aussi de la prévention des troubles cognitifs. Donc, toujours impliquer au maximum les personnes, quel que soit leur âge. Hmm. Et ensuite, garder ce que je dirais aussi aux personnes âgées ou qui prennent de l'âge ou pour pouvoir prévenir, c'est tout simplement se dire que je pense que le Seigneur nous a créés et comme il l'a dit à Jérémie, il l'a dit avant que tu naisses, j'avais déjà des projets pour toi, je te connaissais. Et en fait, je pense qu'on est tous avec un plan, une destinée du Seigneur. Et donc, si on est encore vivant, c'est qu'on doit accomplir quelque chose. Et donc, euh, vraiment insister sur le fait que, quel que soit l'âge, finalement, tant qu'on est sur cette terre et qu'on respire, on a quelque chose à faire. Alors, effectivement, on n'a peut-être plus les forces pour le faire, mais on s'adapte. Mais on a toujours quelque chose à faire et on est toujours utile, et en particulier non seulement pour l'Église, mais on est utile pour pouvoir remplir le premier mandat, c'est-à-dire de partager l'Évangile. Hmm. Donc voilà. C'est vrai. Josué, j'aimerais terminer cette émission avec une dernière discussion. C'est celle de la fin de vie. Et peut-être pour rebondir sur ce que Jean-Marie disait, c'est une vision de la société. Moi, j'ai l'impression que même le discours, il va de plus en plus loin. Ah oui. Aujourd'hui, on parle du suicide assisté. Moi, j'ai l'impression que moins un ancien vit longtemps, plus c'est arrangeant pour la société. Autant en termes financiers, sur un ensemble de choses. Peut-être ma première question, c'est concernant le suicide assisté. Toi qui es en contact avec des personnes âgées, tout à l'heure tu parlais de l'agisme qu'on peut faire sur soi-même. J'entendais une femme juste avant de se suicider de cette manière-là en Suisse. Je l'écoutais parler, elle disait « mais moi j'ai vécu une belle vie, je souffre pas physiquement et je veux pas être un poids pour mes enfants, donc je décide de partir maintenant ». J'ai trouvé ça mais d'une tristesse abjecte, vraiment. Mais quel est toi, en tant que médecin gériatre, ton point de vue sur le suicide assisté, particulièrement pour les personnes âgées, parce qu'ils sont âgés, quoi? D'accord. Alors, effectivement, c'est une excellente question parce que effectivement, c'est mon quotidien. J'ai beaucoup de patients hein, qui maintenant me demandent hein, clairement d'abréger leur vie. Donc, la première chose que je leur réponds, c'est que c'est interdit par la loi, donc je ne peux pas le faire. Et deuxièmement, effectivement, personnellement, je suis contre le suicide assisté. Donc, voilà, c'est très clair. Je suis contre cela parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça va aussi à l'encontre de ce que j'ai dit, en fait, ce que je viens de dire. C'est que à partir du moment où j'estime que le Seigneur a un plan pour chacun de nous et qu'on doit l'accomplir jusqu'à notre dernier souffle, c'est pas à nous de décider, en fait, de quand est-ce qu'on arrête la vie, en fait. Donc, du coup, c'est ma position. Maintenant, effectivement, les lois changent. Et on verra comment ça évoluera, mais je ne changerai pas ma position. Voilà. Est-ce que tu sens, tu dis que tu en reçois de plus en plus des demandes comme ça, est-ce que tu as l'impression que ça va grandissant, lié au discours de la société? Oui, ça va en grandissant. Sentiment. Parce que, en fait, derrière, il y a et j'entends aussi j'entends la demande des patients parce que ce sont souvent des patients qui avaient une vie extrêmement riche, avec beaucoup d'activités et qui ne supportent pas en fait le déclin. Et donc, c'est une demande que j'entends en fait. Mais justement, notre rôle, c'est de leur montrer que en fait, il y a encore des choses à faire et que même si effectivement il y a des choses qui ne peuvent plus faire, il y a encore un espoir en fait. Voilà. Oui. Puis il y a une sorte de culpabilisation. Hein. On a tellement expliqué aux personnes âgées que dans les trois dernières années de leur vie, leurs dépenses de santé coûtent plus que le reste de tout ce qu'ils ont coûté à la société pendant le reste de leur vie, que tu te sens coupable juste d'être là. Hein.
Oui, si et puis tu fais pas gaffe. Ça provoque même l'effet inverse, c'est-à-dire ils se sentent, ils prennent ce geste comme un geste d'amour à l'égard de la génération C'est qui ça. les suit. C'est Je ça. vais vous éviter d'avoir Ça enlève un fardeau. un fardeau, donc je vais vous éviter ce fardeau en choisissant consciemment d'abréger. Moi, je trouve ça morbide, hein, parce que c'est c'est vraiment, et pour le coup, je le pense, c'est vraiment une forme d'eugénisme, hein, Ouais, Ah oui. tout à fait, c'est logique. et qui n'est pas due au hasard. Pour moi, elle est volontaire. Elle va dans ce sens-là aussi d'un perfectionnement de la société sur un plan philosophique. On parle du transhumanisme, mais on y est totalement, hein. On est totalement, on est du consommable, hein. Cette notion d'avoir la capacité, en fait, qu'on est tout puissant et donc à la fois on en a toute volonté, on peut faire ce qu'on veut, c'est à nous de choisir une volonté propre et qu'on n'est pas interdépendants les uns des autres. Et c'est comme ça que des personnes se trouvent seules parce qu'ils n'ont plus de visite. C'est comme ça qu'on est, comme on le disait, catégorisé. Et puis finalement, l'intergénérationnel devient tellement rare. Et pourtant nos anciens peuvent tellement transmettre. Et là, alors là, l'été va revenir petit à petit. Selon l'été qu'on va avoir, on va nous reparler un petit peu de l'isolement des personnes âgées. Mais oui. Et puis après, on n'en parlera plus du tout. Canicule ou autre. Oui. Pour peu qu'il y ait un peu de chaleur. Mais malheureusement, c'est toujours dans le drame qu'on parle de cet univers-là. Josué, merci pour ton temps. Oui. On arrive déjà à la fin de cette émission. Oui, bien sûr. Juste Bien rajouter une chose. Je voulais pas non plus stigmatiser les personnes qui sont dans cette demande-là Bien sûr. de mort. Souvent, ce qui est important, c'est de faire un travail, d'essayer de rechercher quelle est la peur qui se cache derrière en fait cette demande. Et il y a la peur de la mort, hein. Et sur ça, on peut travailler. Et c'est là qu'entrent en jeu les soins palliatifs. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est très important. Je pense même pas tant que c'est souvent lié aux personnes. Pour avoir, moi, j'étais animateur socio-éducatif pour des personnes âgées handicapées, et en Suisse, c'est déjà légal, hein, avec deux entreprises entre autres, dont l'une qui s'appelle Exit. Et j'ai assisté à une personne elle avait 53 ans. Quand elle s'est pris la vie comme ça. Pour moi, c'est lié vraiment à une pression qui est sous-jacente. C'est un discours ambiant. Et quand on nourrit ce discours ambiant, on nourrit des idées. Quand on nourrit des idées, on nourrit des projets. Et je pense que le danger, il est là. Pour moi, dans ton rôle, c'est un rôle vital. C'est pas un rôle de mort, c'est un rôle vital. Dans ce sens-là, tu as fait le serment d'Hippocrate, c'est pour soigner, c'est pour aider. Soins palliatifs, pour moi, c'est autre chose, c'est accompagner. Mais c'est pas pour tuer quelqu'un qui est en bonne forme. De la même manière qu'on sera contre l'avortement parce qu'il y a une vie qui est en bonne forme, de la même manière qu'on sera contre un suicide assisté parce que la personne l'a décidé. C'est sûr que dans nos valeurs à nous, si vous nous regardez et vous n'êtes pas de nos croyances, vous entendez clairement notre position face à la question de la mort et du suicide. On peut pas soutenir cela. Oui, c'est des questions d'éthique en tout cas. C'est des questions d'éthique. En tout cas, Josué, merci beaucoup pour ce temps. Moi, je trouve que c'est extrêmement riche. Je retiens agisme. Je vais creuser la notion. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis que le Seigneur t'inspire aussi pour ce que tu fais, parce que tu dois sûrement être face au quotidien à des questions, des difficultés, beaucoup de souffrances, et que Dieu t'aide aussi à ce niveau-là à être une belle lumière. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Hein. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Salut. Je trouve ça extrêmement intéressant. Très intéressant, Le point de vue aussi, le partage qu'il nous apporte, ça nous dépeint quand même, et je pense qu'il confirme un peu des ressentis que nous, on a en tant que simplement citoyen. Oui, puis l'opinion publique se laisse facilement manipuler par ce côté, justement, tu parlais, c'est peut-être une expression d'amour, en fait, de mettre fin à quelque chose. Ben, j'ai entendu le témoignage d'une jeune femme qui est née sous GPA. Alors, je ne vais pas être longue, mais c'était intéressant ce qu'elle disait. Elle dit, mais vous voyez, moi, je suis née sous GPA, j'ai passé ma vie à chercher à connaître mes racines et ma généalogie en fait. Et elle expliquait que c'est du domaine d'éthique. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir connaître sa vie. Et en réalité, elle disait, c'est comme l'esclavage. On peut avoir des bons maîtres et que si tu as un bon maître, et ben voilà, ça se passe bien. Mais l'esclavage ne sera jamais bon en soi.
Donc il ne faut pas Bien sûr. confondre Bien entre sûr. des belles Ouais. histoires qui peuvent se produire et puis derrière, en fait, l'acte C'est ça. qui n'est pas éthique du tout. Et C'est elle ça. était très intéressante, cette Mais chanson. et puis on a aujourd'hui, je pense, on est dans une société où c'est de l'individualisme. C'est de l'individualisme quand je décide d'ôter une vie qui est dans mon ventre. Mais c'est de l'individualisme quand je décide de m'ôter la vie. Pourquoi tu aurais à parler sur ça puisque c'est ma vie? Mais le problème, c'est qu'on est dans une société. On n'est pas C'est ça. des personnes séparées les unes des autres. C'est ce qu'on voudrait faire de nous. Mais Et on pense que c'est la seule solution, mais Ouais. non. Oui, puis c'est Exactement. cultivé. Il y a des films qui sortent actuellement qui parlent que de ça. Exactement. On a trouvé des belles histoires sûr. qui Ah vont oui, mais- effectivement dire mais oui, mais il a bien fait de faire ça parce que c'est. et- Oui, Oui, on, bien fait. Et ben, si- on façonne à l'avance. On façonne à l'avance l'opinion publique pour après, Voilà. quand on l'aura bien manipulé, on dit bah, maintenant décidons. C'est ça. Et si tu regardes, si tu analyses même au-delà du suicide assisté, la romantisation du suicide Oui. depuis les 30 dernières années, toi, on avait parlé ensemble du le cercle des poètes disparus. Regarde, le C'est cercle un- des poètes disparus. C'est un film extrêmement toxique. Mais c'est Ah oui. terrible. Très toxique. Très toxique. C'est terrible. Mais c'en est qu'un parmi beaucoup d'autres. Oui. De plus en plus, on romantise le suicide. Oui, oui, extrêmement toxique. Moi, j'ai retenu aussi l'idée, pour nous prédicateurs, qu'il y a un travail aussi de prévention, de préparation dans nos prises de parole par rapport aux populations auxquelles on parle, de dire, voilà, vous prévoyez aussi comment vous voulez vieillir. Tu vois, des gens qui se laissent aller, par exemple, à leur caractère, finalement, ils ne se rendent pas compte, ils ont fait le vide autour d'eux, Ouais. et avec leur famille, ils finissent par se fâcher avec tout le monde. Et ils ne se rendent pas compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de liens sociaux avec des tas de gens, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se préparent une vieillesse de solitude Oui. absolument La solitude peut s'expliquer, effectivement. épouvantable. Ouais. Mais c'est eux qui ont, des fois, très juste. fabriqué, ils ont Absolument. fabriqué à l'avance leur solitude. C'est très Là, on juste. parle de l'hygiène sociale, mais de l'hygiène tout court, C'est l'hygiène ça. alimentaire, l'hygiène du sommeil, l'hygiène je veux dire, on Le a quand même sport. de sport, en tout cas de l'activité physique. L'activité. Tu parlais avant de J'y pensais pendant qu'il parlait. troubles cognitifs, prévenir les troubles cognitifs, de rester actif intellectuellement, lire, s'instruire, Faire des mots rencontrer fléchés. d'autres, faire des mots Voilà. fléchés. Enfin, c'est pas très spirituel apparemment, mais ça aide quand même à Mais lire. non, mais Ah, c'est bah très si, bien. c'est très C'est spirituel. normal. Et- Non, mais dans les entretiens qu'on va avoir, Et tu vois, Prendre c'est soin de marrant son parce corps, que c'est très spirituel. juste avant de commencer l'émission, là, je passais vite dans la grande salle. Je savais pas qu'on allait. Enfin, je savais qu'on parlait de ça, mais je voyais des frères et sœurs qui sont en train de faire le ménage dans la grande salle. Et à chaque fois, moi, je suis touché, je leur dis merci. Et dans ma réflexion, je me dis, tiens, mais peut-être qu'on pourrait leur faciliter le travail en faisant. Je réfléchis à des idées pour. Et pour peut-être ne plus tellement avoir besoin de personne pour laver un bâtiment quotidiennement. Et après, je me suis dit, mais non, il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça leur fait tellement de bien. C'est un espace de communion, c'est un espace. Et dans des réflexions où tu te dis toujours, tiens, optimiser, faciliter, arranger, c'est pas toujours les bonnes C'est vrai réflexions. ce que tu dis. J'ai tout de suite arrêté ma réflexion en disant non, sur le papier ça peut être bien, mais en fait sur du moyen terme c'est très mauvais parce que c'est des espaces de communion. Surtout tout ce qui supprime les relations, oui. sociales, humaines, tout ça. Et on a cette chance c'est- d'avoir une église en semaine qui vit. C'est hein. toxique. Il y a Hein. beaucoup d'activités et ce sont nos anciens hein, qui Et sont donc, très Peut-être une très réflexion présents. pour les Ouais. associations, les églises. N'essayez pas d'arranger et de simplifier tout le temps de travail parce que, Ouais. c'est leur enlever en fait une partie très Et importante. laisser pour les eux. initiatives s'opérer. Hein. Ouais. On va terminer par la prière. Nathalie, tiens, Ouais. est-ce que tu veux bien prier s'il te plaît? Volontiers. Seigneur, je te remercie pour cette émission, je te remercie pour Josué. C'est un témoignage qui est vraiment poignant. C'est vrai que nous voulons te confier tout le corps médical, tout ce qui se passe dans les institutions, dans les EHPAD, afin que nos frères et nos sœurs soient cette lumière, qu'ils puissent apporter, c'est vrai, un réconfort, des paroles aussi inspirantes, qui puissent être une source aussi de décision, qu'ils puissent apporter vraiment des éléments Alléluia. nouveaux aussi, et que tu leur accordes cette créativité qui vient de ton cœur. Seigneur, merci pour tous nos anciens, nous les bénissons. Ils sont vraiment l'Église d'aujourd'hui également. Je te rends grâce, je te confie ces liens intergénérationnels dont nous avons tous besoin.
parce que c'est en cela que nous faisons vraiment une famille. Oui. Et je te confie toutes les églises, ou tous nos frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas chrétiens, afin qu'ils aient à cœur vraiment, s'ils le peuvent, d'aller visiter leur grand-père, leur grand-mère, qu'ils puissent ne pas les oublier dans le rush de la vie du quotidien. Et vraiment, nous te remercions pour les uns et les autres, pour cette famille que nous pouvons constituer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous trois. Merci Avec plaisir, les amis pour Merci. ce bel Merci. émission. J'ai trouvé très enrichissant. Et merci à Josué qui était... Merci à Josué. Très Merci intéressant. pour ceux qui se lancent dans cette Oui. belle aventure. Ouais. Que Dieu Ouais. nous donne encore beaucoup de médecins. C'est ça. Chers amis, rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio aussi, Deezer, Apple Music, Spotify, enfin bref, celle qui vous plaît. Et je Phare FM. Phare FM, mais c'est pas une plateforme audio, mais vous pouvez l'écouter sur Phare FM, exactement. Et aussi en DAB+, je te fais ta promo, c'est ça? Merci beaucoup. Ah, voilà, je vais pas vous dire toutes les villes parce que je suis pas payé pour ça. Il y a une nouvelle Mais, ville qui arrive, là. Combien alors? Non, non. Il y a une nouvelle ville qui arrive. Oui, il y a une nouvelle ville à Laval. Laval. Le Mans, Exactement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, réagissez. Le but de l'émission, c'est que vous puissiez réagir aussi. On lit vos commentaires. C'est un espace de vie aussi et de discussion. Très heureux de vous lire. Rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.